passe la parole à Eric sur l'introduction sur l'expérience client. Oui, alors très rapidement, notre design chez Assemi, c'est la transformation par l'expérience client. Juste pour s'aligner sur ce qu'on veut dire derrière ce concept d'expérience client qui est au cœur des discussions un peu partout. L'expérience client, c'est ce que vivent et ressentent les clients. Et si je prends l'exemple qu'on connaît tous quand on va dans un parking public, en général, on ne va pas dans un parking juste pour se garer. Notre enjeu, notre intention, elle est autre. On va dans un parking parce qu'on a un rendez-vous, parce qu'on va au cinéma, au restaurant, parce qu'on va visiter une ville, etc. C'est un point important qui montre bien quand on réfléchit dans la construction, par exemple, du parking. Si je suis Vinci et que je réfléchis à construire le bon parking, je vais réfléchir à comment je structure, comment je l'aménage, comment j'utilise l'espace souterrain au mieux pour que il soit pratique, qu'il soit agréable, qu'on rentre facilement, qu'on sorte facilement, qu'on puisse payer, etc. Si je le regarde du point de vue de l'expérience client, je vais me poser des questions un peu plus larges. Qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe après? Et la photo qu'on a illustrée ici dit si en tant que Vinci, je me pose la question de que viennent faire mes clients une fois qu'ils sont sortis du parking, je vais peut-être me dire, bah oui, si mon visiteur a besoin d'un parapluie parce qu'il va derrière déambuler dans la ville et qu'il fait pas beau, ou si mon parking est une étape dans le cadre d'un trajet qui va se finir à pied ou à vélo, je peux imaginer des nouveaux services qui vont compléter, enrichir et faire en sorte que pour le client, cette étape du parking soit intégrée dans un parcours un peu plus large. Et quand on travaille sur l'expérience client et quand nous, on travaille sur ces sujets, c'est notre ambition, c'est d'aider nos clients à regarder un petit peu plus loin pour réfléchir à leur marché, leurs produits, leurs services avec ses yeux du client. Et ça va guider les transformations. Et finalement, le SI, l'évolution du SI client, c'est un peu la même chose. Comment est-ce qu'on regarde les choses globalement pour aborder les transformations de manière un peu plus large? Donc, c'est vraiment notre intention chez Assemis, faire en sorte de choisir ce qu'on veut faire vivre aux clients, aux collaborateurs, et puis ensuite aligner l'ensemble de ce qui constitue l'organisation, le système d'information, le pilotage, le management, les compétences, etc. Voilà. Et pour aller très vite sur ces sujets, quand on parle expérience client, c'est évidemment quand j'utilise un produit, quand j'accède à l'entreprise pour avoir des informations complémentaires, donc dans toute la relation humaine et digitale, et aussi dans tout le partage que je peux être amené à faire autour de cette relation avec les clients. C'est un ensemble de dimensions qu'on regarde chez Assemis et pour aller très très vite, notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans le design de ce qu'on veut faire vivre à ces clients et en miroir, comment est-ce qu'on facilite le travail des collaborateurs au service de cette dynamique d'entreprise. Ensuite, on travaille globalement sur toute la partie comment est-ce qu'on réfléchit aux moyens, aux ressources, qu'elles soient humaines, technologiques, digitales, comment on utilise la data, l'IA, comment on réfléchit aux dispositifs de voix du client, donc toutes les ressources qu'on va aligner et comment toutes les solutions technologiques viennent en soutien de ce modèle d'organisation qu'on met en place. Sur ces solutions technologiques, notre mission, c'est d'accompagner sur la partie de cadrage, de mise en place et puis d'accompagnement post-mise en place. Et Frédéric va pouvoir détailler ça. Et notre particularité aussi chez Assemis, c'est de pouvoir accompagner par ces éléments assez concrets et factuels par des éléments beaucoup plus soft où on va accompagner de la transformation culturelle, le management des changements et on va accompagner la montée en compétences. Pour notre webinaire, et Fred, je te passe la parole juste après, pour ce webinaire, on s'est inspiré de cas qu'on a pu accompagner en co-construction avec nos clients dans différents secteurs d'activité, avec différents secteurs
d'intervention pour des objets très différents et avec des technologies qui sont très variées autour de la relation client, que ce soit sur des solutions de relation client, des solutions de CRM, des solutions digitales, etc. Le point de départ de notre réflexion, de se dire finalement, nos clients, nos directions métiers vont se poser des questions qui vont être structurantes par rapport au choix des solutions qu'elles vont avoir à mettre en place. Le cas idéal, le cas un petit peu d'école qu'on peut avoir, c'est la bulle verte qu'on a mis en premier, quelle technologie pour déployer des nouveaux parcours clients. Une entreprise qui se dit, je veux me différencier, je veux repenser la façon dont je facilite l'accès à mes services, qu'on soit en B2B, en B2C, dans l'assurance, dans les télécoms ou à un service public. Quelles sont les technologies qui vont accompagner et rendre possible ce que j'ai fait évoluer dans mon parcours client? C'est évidemment un sujet. Parfois, les projets sont déjà engagés et on se dit, bah, tiens, je voudrais faire évoluer mon expérience client. Est-ce que les projets le permettent déjà? C'est l'ajustement possible. Parfois, on va se dire, et c'est la bulle bleue, j'ai besoin de justifier un projet. Je voudrais être sûr que mon projet que je suis en train d'engager soit vraiment justifié, qu'il corresponde à mon ambition. Et donc, on va travailler sur comment rendre concrets les bénéfices, les risques, clarifier les prérequis, etc. Ça peut être aussi sur des sujets de plus de prospective, et on va y revenir beaucoup juste après. Comment est-ce que, par exemple, l'IA, qui est un sujet dans toutes les têtes en ce moment, est-ce que l'IA, je dois y aller aujourd'hui? La réponse est probablement oui, mais pour faire quoi et comment je peux m'en servir dans ma relation client? C'est des sujets qui vont être importants. Et voire même sur ces sujets d'innovation, je dois me positionner en rupture, je transforme mon business de vente, je rajoute un canal direct alors que je suis majoritairement dans une vente indirecte, ou alors je veux mettre du e-commerce. Qu'est-ce que ça change? Comment je fais évoluer mon système d'information? Sur quelle brique je peux m'appuyer et sur quelle brique je vais devoir investir des nouveaux efforts? C'est des types de questions qui vont se poser par les métiers, à la fois quand je suis dans une phase de démarrage d'un projet, mais ça peut être aussi dans une phase où, comme je l'évoquais juste avant, je me dis la technologie peut être un levier fort de transformation, mais je voudrais trouver des inspirations, etc. Ou alors, j'ai un sujet moins clair, je me rends compte que par rapport à mon marché, par rapport à mes concurrents, j'ai un déficit d'efficacité opérationnelle où j'ai pas de visibilité sur ce que pensent réellement mes clients, où mes commerciaux me demandent plus, mes managers veulent plus de visibilité, etc. Mais je vois pas exactement comment le faire. Et ce sujet à régler dans mon fonctionnement au quotidien, je cherche des solutions qui peuvent passer par de la technologie, et souvent c'est de la technologie, mais pas que. Frédéric, je te Ah oui, donc passe la parole par rapport à ça. on va essayer maintenant d'aborder des réponses. Alors, vous voyez cette image, pour ceux qui aiment la randonnée, on est un petit peu aujourd'hui en haute montagne avec les technologies, puisqu'il y a vraiment une explosion de technologies avec l'IA en plus qui arrive aujourd'hui. C'est un peu difficile de s'y retrouver. Et donc, vous voyez le Cairn, hein, pour ceux qui connaissent, on va essayer de poser des petites balises sur le paysage des technologies pour vous aider à vous orienter, à vous y retrouver. On s'adresse vraiment aujourd'hui à des directions métiers. Je parle de direction marketing, direction commerciale, direction de service client, direction de l'expérience client, direction de la transformation. C'est vraiment nos clients principaux, même si évidemment on parle aussi au DSI et à d'autres fonctions d'entreprise, au RNSSI notamment, mais ça s'adresse éventuellement à eux. Le premier point, c'est que on a une conviction. On voit, les métiers nous disent, moi j'ai juste du mal à comprendre mon propre SI, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de schémas qui existent de représentation, d'architecture technique, fonctionnelle, applicative, avec les flux, on parle d'API,
On parle de beaucoup de sujets de sécurité et c'est très compliqué pour les métiers de s'y retrouver. C'est pour ça qu'il nous semble important de regarder son SI sous l'angle de l'expérience client, sous l'angle du client, évidemment sans oublier les collaborateurs. Le fait de le regarder sous l'angle du client, ça permet de simplifier, de décloisonner et d'avoir une vue qui va correspondre plus facilement à des réflexions métiers. Et nous, on a 3 axes pour ça. Partir des parcours clients nous paraît vraiment clé. On voit beaucoup de projets où quand l'expression des besoins, et c'est très bien, il faut surtout pas ne pas le faire, part du besoin des utilisateurs et pas assez des parcours clients. Nous, on pense que c'est super important de partir des parcours clients. On va vous donner 1 ou 2 exemples. Partir des cas d'usage, bon, ça, tout le monde le fait aujourd'hui. Je pense que c'est assez répandu. Mais ça demande quand même une réflexion sur les familles de cas d'usage, les types de cas d'usage. Et tout ça, on est évidemment obligé de considérer que ça s'inscrit dans un écosystème parce que vous avez tous déjà un système d'information existant et il faut le faire évoluer, rajouter des briques, remplacer des briques. Il faut que ça reste cohérent. Donc, on est obligé d'avoir cette vision écosystème aussi. En tant que métier, vous pouvez aussi avoir cette vision. Donc, qu'est-ce qu'on propose, notre conviction, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on propose? Alors, on propose de vous interroger sur des choses assez simples. Nous, quand on représente les SI, on est un rôle de facilitateur entre les métiers et les DSI. Et donc, on va simplifier, on va avoir des représentations plutôt patatoïdes des SI, mais qui ont de gros intérêts, qui ont beaucoup aidé souvent à rapprocher, à rester le dialogue entre les métiers et les SI. La première question qu'on va se poser, aujourd'hui, on sait qu'il y a une attente de clients, alors pas tous les clients ne le souhaitent pas, mais beaucoup de clients, et en particulier les générations qui arrivent, c'est d'avoir un maximum d'autonomie, d'avoir de l'autonomie plus ou moins assistée. Alors, ça peut être complètement autonome ou ça peut être assisté. On parle même de clients augmentés, c'est-à-dire capables de prendre des décisions, d'aller au bout de ses parcours sans intervention humaine, d'avancer plus rapidement sur ces projets. C'est la première question à se poser. Est-ce que votre SI répond à ça? La deuxième question, les postes de travail, on va y revenir, les collaborateurs sont souvent compliqués avec beaucoup d'outils. Comment votre SI répond, mais dans les meilleures dispositions, les collaborateurs en relation avec les clients. Et on parle là de commerciaux itinérants, de téléconseillers, de commerciaux sédentaires, du marketing, de SAV, de techniques, qui sont dans des situations très différentes, en face à face, à distance, etc. La troisième question, c'est que il y a des technologies qui sont utilisées en même temps par des collaborateurs et des clients. Je pense à la vidéo. On y reviendra. Il y a plusieurs solutions sur le marché. On en connaît. On travaille actuellement avec Apizzi, qui est une de ces solutions qui développe la vidéo directement. Et puis tout ça s'inscrit dans une vision omnicanale, évidemment. La promesse omnicanale, elle est vieille, hein, mais elle n'est toujours pas remplie par de nombreuses entreprises. Donc il faut y veiller. Les 2 derniers points, on passera sur le point en bas à gauche sur qu'est-ce que vous mettez en place pour analyser et s'améliorer en continu. Pour nous, il y a 3 choses, hein, la voix du client, quelque chose qui est plus nouveau, l'analyse des parcours via la data. C'est des technologies qui datent d'il y a 5-6 ans, on en reparlera, mais qui font vraiment progresser beaucoup les entreprises. Et puis le dernier, c'est quelque chose de plus répandu, ce qui tourne autour de la BI, de la data visualisation, pour analyser la performance. En bas à droite, on n'aura pas le temps aujourd'hui d'en parler. On est vraiment plus sur des sujets techniques, hein, l'architecture des flux, l'architecture de données, la sécurité, tous ces sujets très importants. Mais on a dû faire des choix. Alors, c'est des sujets qui sont plutôt du domaine des techniciens, mais on pense que les métiers doivent avoir une certaine compréhension de ces sujets parce que c'est souvent des sujets qui vont te peser beaucoup sur les budgets, sur les feuilles de route, voire sur les choix fonctionnels. Et dans le dialogue SI-métier, on pense que les métiers doivent avoir une certaine compréhension à un certain niveau de ces sujets. Sinon, on risque d'avoir des incompréhensions entre techniciens et métiers. Maintenant, si je zoome sur cette partie digitale, il y a un ensemble de technologies. Bon, évidemment, les portails, les apps clients, c'est assez répandu. Ce qu'on constate, hein, peut-être sauf dans le domaine bancaire, mais c'est souvent des outils sous-utilisés par les clients. Peut-être parce qu'ils n'apportent pas assez de valeur ajoutée, parce qu'ils ne sont pas assez cohérents avec les parcours. Quelque chose évidemment qui arrive beaucoup, et on va en parler, c'est maintenant l'arrivée de l'IA qui permet d'accompagner les parcours. Même si on pouvait déjà le faire avant, il y a vraiment un boost de l'IA qui est très important. Tout ce qui concerne les réseaux sociaux, évidemment. Mon agenda, mes rendez-vous, de plus en plus, on propose cette fonctionnalité. Et il ne faut pas oublier l'accueil physique avec les bornes interactives, les tablettes, les QR codes et la gestion de l'attente. Il y a un acteur qui nous intéresse particulièrement qui s'appelle Affluence,
qui va poser des capteurs dans les lieux physiques pour gérer l'attente, qui est souvent quelque chose de sous-estimé dans l'expérience client par les utilisateurs. Plutôt que de continuer des grands discours, je vais vous donner un exemple qui est tiré d'une de nos missions chez un grand acteur de l'assurance. On a travaillé sur le parcours sinistre auto. Enfin, tout le monde autour de la table a sans doute déjà eu une panne, ou j'espère pas un accident, mais en tout cas, on a retravaillé sur ce parcours. Alors, je ne vais pas le détailler, mais vous voyez toutes les étapes du parcours, de la déclaration, des premières mesures pour faire face à l'urgence, déclarer l'accident, faire réparer la voiture, récupérer la voiture, et puis voir la finalité, est-ce que j'ai été remboursé, est-ce que j'ai été couvert, comment j'ai été couvert. Pour nous, travailler sur un parcours, c'est quelque chose, c'est vraiment, là, c'est vraiment une vision très synthétique, mais c'est un très, très gros travail. C'est-à-dire qu'on regarde vraiment tout ce que vit le client, tout ce qu'il reçoit comme message, toutes les difficultés qu'il a. Donc, c'est un travail qui prend plusieurs semaines même plus, avec un groupe de travail, et qui nous permet de trouver les difficultés. Et dans ce parcours-là, on a trouvé une première difficulté, c'était les communications. Pardon. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur toutes les communications que recevaient déjà les clients et toutes celles qui manquaient à tous les moments du parcours. Et aussi, par quel canal il fallait les envoyer. C'est sûr que pour répondre à l'urgence, on a peut-être besoin d'un SMS. Sinon, évidemment, on peut faire des notifications sur une app ou des choses comme ça. Donc, en fait, on a travaillé sur toutes ces communications, sur la réflexion sur les canaux, sur les moments. Ça nous a donné toute une frise de communication omnicanale tout au long du parcours. La deuxième réflexion qu'on a eue, et on a aussi interrogé des clients, c'était le développement de l'autonomie. Alors, il y avait déjà une app qui existait, mais l'app était assez limitée. C'était l'app classique, mon compte, mes coordonnées, enfin mes contacts assurance, mes contrats, mes cotisations, éventuellement mes sinistres, mais vraiment j'ai un sinistre en cours et puis ouais, c'est tout. Donc là, on a développé beaucoup de nouveaux services, notamment la géolocalisation déjà de la voiture, voire du dépanneur, des contacts au-delà du conseiller, l'assistance, le garagiste, avoir un fil rouge du parcours à jour, c'est-à-dire savoir dès le début, avoir un peu une pédagogie du parcours dès le début, comment ça va se passer, et à tout moment où j'en suis, quelle étape est passée, quelle étape arrive. Avec des alertes prévenance, on insiste beaucoup là-dessus, c'est prévenir le client, par exemple, vous aviez promis quelque chose à une date et vous savez que vous êtes en retard avant, autant le prévenir plutôt que d'attendre son appel. C'est tout le genre de besoin que quand on interroge les utilisateurs, on ne verra pas, on les voit quand on le fait à partir des parcours. Et donc là, on voit on a refait aussi une partie du site web, on a développé l'app et on a rajouté aussi les nouveaux services, la vidéo assistant justement avec Afidzi sur la déclaration, la vidéo expertise. Et aujourd'hui, on travaille sur booster ces parcours avec de l'IA parce que l'IA va permettre d'aller encore plus loin. Il y a des différents cas dans les sinistres. Il y a le cas la voiture roule, la voiture ne roule pas. Y a-t-il des blessés, y a-t-il pas de blessés et donc, le type de client aussi, client âgé, etc., client fragile. Et donc, on va, grâce à l'IA, personnaliser beaucoup plus tous les cas différents, soit les cas liés au parcours, soit les cas liés au client. Je continue, donc maintenant, on va arriver sur le côté collaborateur. Donc là, vous connaissez tous ces outils, hein, les CRM évidemment, les outils de vente marketing, les outils du service client. Il ne faut pas oublier évidemment, quand on parle d'expérience client, les outils transactionnels, hein, tout ce qui concerne les commandes, les contrats, les livraisons, les paiements. Ce qu'on voit souvent dans les entreprises, c'est que un conseiller, quand je dis conseiller, c'est vraiment au sens large, hein, c'est commercial, marketing, service client, technicien. Un conseiller a un poste de travail souvent avec beaucoup d'outils. Sur des centres de contact notamment, on a fait une étude il y a quelques années, on était à une dizaine d'outils par conseiller. Ça devient très compliqué. Donc nous, notre enjeu majeur, alors encore une fois, on aura d'autres événements, d'autres contenus, on zoomera sur les outils marketing, sur les outils de la relation client. C'est pas le but aujourd'hui, mais c'est de donner une vue d'ensemble. Ce qui nous paraît vraiment important, c'est la slide d'après, c'est déjà d'avoir une première connaissance. Un des points très importants, c'est connaître les clients et diffuser l'information. Et pour ça, en tant que métier, il nous semble que vous devez avoir une vue d'ensemble des données. Et nous, on les a catégorisées en 4 catégories. Il y a des descriptives. Alors ça, en général, tout le monde les a. Identité, coordonnées, profil, rôle. C'est différent entre le B2C et le B2B. Il y a les données comportementales. Ça, les entreprises les ont en partie. Ce qu'on a très souvent, c'est évidemment les interactions. Je vois qu'il en manque une, qui est pas neutre. Bon, il y en a une qui a sauté. C'est pas grave. Il y a évidemment les interactions humaines et digitales, les rendez-vous, les appels, les demandes.
qu'il y a celle qui a sauté et pourtant elle est comme… Ah si, excusez-moi, elle est à droite, c'est les transactions. Les transactions, évidemment, c'est les commandes, factures, règlements. Donc ça, c'est vraiment les deux choses, interaction et transaction, qu'on voit dans les SI sans problème. De plus en plus, on a besoin, évidemment, avec le RGPD notamment, d'avoir les préférences, les consentements. Les signaux d'intérêt aussi, de plus en plus, c'est les clients manifestent leur intérêt par rapport à vos offres en faisant des demandes, en naviguant sur des sites, sur des apps, en donnant leur avis. La segmentation, ça permet de segmenter, toutes ces données permettent de segmenter les clients entre les clients fréquents, enfin qui commandent fréquemment à forte valeur, ou les clients en jachère relationnelle, par exemple, où n'avez eu aucun contact depuis 1 an ou 2 ans. Ça, c'est tout ce qui est segmentation. Une des choses sur lesquelles on insiste, c'est les données parcours client. Vous allez me dire que c'est la même chose, pas tout à fait. Très souvent, les données comportementales sont vues par rapport aux interactions qu'on a directement avec les clients, ou elles sont vues via les process internes. Si on les regarde du point de vue parcours client, on va rater des choses, souvent au début et à la fin des parcours. Et donc, c'est important de se dire, est-ce que j'ai les données qui me permettent de réconcilier vraiment tout ce qui se passe vu du client. Je donnerai un exemple tout à l'heure de ce que ça veut dire concrètement. Troisième type de données, c'est ce qu'on va appeler, nous, les données émotionnelles. C'est comment le ressenti du client. Donc, ça va être beaucoup autour de la voix du client. On va en parler à la fin. On a beaucoup de demandes. Là, c'est vraiment quelque chose qui émerge chez nous. Aujourd'hui, on a une dizaine d'émissions sur le sujet. C'est vraiment un sujet très, très important aujourd'hui. Le NPS, que vous connaissez tous, le Net Promoter Score, qui est pour nous l'indicateur phare du ressenti du client. Le Customer Effort Score, qui est peut-être un peu moins répandu, mais qui calcule l'effort que doit faire le client dans un parcours. Par exemple, déjà, pour créer un compte, il faut remplir 3 formulaires, il faut donner ses données, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on calcule. Et puis, évidemment, l'historique de satisfaction, comment il a évolué à la baisse ou à la hausse. C'est tout ce qu'on appelle les données émotionnelles et qui sont souvent décorrélées du reste et qui ne permettent pas aux opérationnels de les utiliser. Et enfin, les données externes, alors open data entre guillemets, parce que certaines sont gratuites et d'autres non. Évidemment, les choses les plus répandues, c'est tout ce qui concerne la qualité de données, les référentiels d'adresse, téléphone, email. Dans le B2B, ce qui est à gauche, ce qu'on voit beaucoup, c'est se développer les référentiels d'entreprise ou les alertes business. Nous, on travaille actuellement dans un projet dans le BTP où on a associé à un CRM avec une solution qui s'appelle Explore, qui fournit les coordonnées des 200 000 artisans en France et aussi des alertes chantiers. Et donc, c'est corrélé au CRM et ça apporte beaucoup. À droite, on est plutôt dans le B2C et là, ça alimente plutôt des sujets marketing. Le sujet classique que beaucoup de gens font aujourd'hui, c'est les alertes météo. Il faut bien avoir les données météo de Météo France pour pouvoir ensuite déclencher des alertes météo ciblées sur les populations qui sont dans les zones concernées. Il y a aussi des fournisseurs de données intentionnistes. Donc ça vient, vous savez, quand vous donnez votre consentement et vous autorisez à ce que votre demande soit communiquée, vous autorisez à recevoir des offres partenaires, vous allez alimenter des acteurs qui vont vendre de la donnée sur les événements de vie, le déménagement, et un Move Alerts par exemple, ou sur des projets immobiliers, et ce qui va permettre de personnaliser des campagnes marketing en fonction des événements de vie. Donc ça, c'est un premier sujet qui est vraiment important, c'est que d'avoir une vision claire de toutes les données que vous avez ou que vous n'avez pas et que vous pourriez compléter. Le deuxième sujet, je l'ai dit au début, les collaborateurs souffrent du nombre d'outils qu'ils ont dans les mains. Je reviens sur l'exemple des téléconseillers qui ont souvent une dizaine d'outils. Et nous, c'est impossible, c'est très difficile de garantir une bonne expérience collaborateur et encore plus une bonne expérience client avec autant d'outils. Donc, il y a vraiment cette idée de réduire le nombre d'outils ou en tout cas de faire en sorte que le collaborateur, même s'il doit naviguer entre plusieurs outils, soit beaucoup plus simple pour répondre à un client, trouver une proposition commerciale, faire un scénario marketing personnalisé. C'est pour ça que nous, on résume ça en 5 étapes. Ce qu'on voit beaucoup dans les entreprises, alors on parle beaucoup de CRM 360, pour nous, il y a beaucoup d'entreprises qui ont plutôt un CRM 180. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une vision 360 des clients. Je ne dis pas que c'est négatif et que c'est grave. Dans certains cas, ça peut largement suffire. Nous, on a l'exemple d'un acteur immobilier où, avec une première partie de CRM, on est passé de 7 à 2 outils, en ayant les données descriptives, les données comportementales, même si elles étaient limitées. On n'avait pas forcément les données digitales, par exemple. Mais en tout cas, dans un premier temps, ça a énormément fait progresser l'entreprise
et l'expérience collaborateur. Évidemment, le Graal, c'est d'avoir un vrai CRM 360. Ça veut dire un peu tous les types de données que j'ai mentionnés juste avant, les données digitales notamment, qu'est-ce que fait le client tout seul sur son app ou sur son espace client. Souvent, c'est sans visibilité du collaborateur. La synchro parcours client, je vais expliquer tout de suite après ce que ça veut dire. Donner la voix du client, donner les éléments de retour aux opérationnels pour qu'ils puissent vraiment l'utiliser dans nos relations. Et l'open data, on en a déjà parlé. Quelque chose avant de parler d'IA, il y a quand même une chose importante, il y a des outils de RPA, je ne sais pas si tout le monde connaît le terme, ça veut dire robotisation des process, sur des process prédéfinis. Par exemple, vous avez une demande, vous allez dans le CRM pour connaître votre client, mais par contre, pour répondre à la demande, vous êtes obligé d'aller chercher l'information dans 3-4 outils différents. Ça, le RPA va pouvoir le faire pour vous. Si c'est prédéfini, il est capable d'automatiser toute cette recherche multi-outils. Il y a plein de cas. Alors, les outils du marché, il y a UiPath, qui est l'un des plus connus. Il y a Pega également, il y en a d'autres. Et il y a même les outils plus relations clients du marché qui sont capables de faire en partie de cette robotisation des process. Sans faire des grands projets de refonte du SI, on est capable d'automatiser certains process prédéfinis. Évidemment, la vague IA est déjà arrivée, est déjà largement en cours. IA prédictive ou IA générative. Alors, pour nous, c'est vraiment un point majeur de boost et on parle de projet x10. On a l'exemple d'un acteur du crédit qui mettait 20 jours à répondre à une demande de crédit et qui a voulu l'accélérer. Avec l'IA, ils sont passés de 20 jours à 2 heures. C'est ça qu'on veut dire. Il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui parlent de projet x10 aujourd'hui en disant l'IA, c'est quelque chose qui permet d'aller vraiment vite. Et c'est pas forcément une politique de petits pas. On peut vraiment réfléchir grand pour se dire d'améliorer réellement la performance. Et on donnera des exemples de cas d'usage pour nous qui sont inspirants par rapport à comment utiliser l'IA. Et ce qu'on voit arriver, c'est déjà arrivé, mais c'est en train de progresser. C'est ce qu'on appelle l'IA générative intégrée. L'exemple type, c'est que vous êtes au téléphone avec un client, il y a une IA qui écoute la conversation et qui va elle-même remplir les outils internes, l'outil CRM. Par exemple, j'aurai un exemple tout à l'heure sur la réclamation, quelque chose qui existe déjà, qui n'est pas complètement encore au point, en tout cas dans ce qu'on a vu chez Alcenis, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que ça va changer radicalement les choix d'outils, les interfaces utilisateurs, et ça va peut-être aussi aider. On se plaint souvent des utilisateurs qui remplissent pas assez les outils. Ça va forcément aider. Évidemment, il y aura forcément un contrôle humain. Mais ça a un gros impact sur l'efficacité opérationnelle. Quand le conseiller ou le téléconseiller n'a plus à faire le bilan en fin d'appel pour dire quels sont les points clés de la conversation et qu'il y a une trace qui est laissée, on a des gains immédiats sans avoir de temps perdu à faire ça et puis avec quelque chose de systématique, alors qu'avant, on dépend un peu des pratiques individuelles. Oui, je pense que ça va aussi aider en expérience collaborateur parce que le collaborateur va pouvoir être plus concentré sur la conversation avec le client, plus que naviguer d'un outil à l'autre pour aller chercher le champ qu'il faut renseigner, trouver l'information. C'est vraiment un assistant. Quand on parlait de conseiller augmenté, là, on a un très bon exemple de ce que ça veut dire. Alors, tout à l'heure, je parlais de synchro parcours client. Un point très important, c'est que, alors là, vous avez un écran pour ceux qui connaissent Salesforce. On travaille aussi avec Dynamics et d'autres solutions. Mais là, on a un exemple de Salesforce. Vous avez une vue 360 d'un client et vous voyez apparaître les parcours clients. Souvent, on ne l'a pas dans les outils. On a les demandes, on a les interactions, on a les contrats, les opportunités, mais on n'a pas quels sont les parcours que vit un client. Dans l'exemple, on voit que ce client a un sinistre auto en cours. On voit qu'il a un remboursement santé en cours et qu'il a eu un remboursement santé qui est terminé récemment. Mais c'est vu du client à quel moment il a été ouvert le parcours. Et l'écran d'après, alors il est un peu complexe à commenter rapidement, mais vous voyez, le conseiller, là, ce qu'il voit, c'est vraiment un parcours avec tout ce que vit le client dans l'ordre où le client l'a vécu, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a reçu, ce qu'il va recevoir. On peut le représenter sous forme de frise, comme c'est en bas, ou on peut le représenter sous forme de box. Et en cliquant sur chaque box, on va avoir le contenu. Ce qui fait quand un conseiller parle à un client, il va être vraiment synchro parce on va éviter le ah bon, je ne savais pas du conseiller qui n'est pas tout à fait au courant de ce que vous êtes en train de vivre. Donc ça, c'est un point important et ça, c'est un exemple qu'on a intégré ces parcours dans les CRM. Pour nous, c'est une vraie recommandation et donc quand vous choisissez un outil CRM, c'est une question à poser. Est-ce que comment vous serez en mesure de donner une vision parcours client à vos collaborateurs? Sur l'IA, alors le temps va manquer, mais pour ceux que ça intéresse, on va y revenir plus en détail.
Nous, on a balisé, on pense que l'IA, c'est vraiment un booster, ça peut permettre un x10, et on a balisé les 7 grandes familles de cas d'usage où l'IA est vraiment pertinente. Je vais donner 2 exemples, je n'ai pas le temps de déployer, d'expliquer, mais le premier nous paraît très important, c'est d'aller encore plus loin sur les parcours clients et pouvoir personnaliser des parcours uniques, inoubliables et en temps réel. Je parlais tout à l'heure des sinistres. Dans les sinistres, il y a plein de cas différents, il y a plein de clients différents. Alors, on va être capable avec l'IA de personnaliser beaucoup plus les parcours qu'on faisait avant. Le deuxième point qui est juste en bas en vert, c'est la prévenance, c'est résoudre des problèmes avant qu'ils n'arrivent, détecter des pannes, détecter des retards par rapport à des promesses avant qu'il n'arrive pour pouvoir avertir le client qui ne sera pas dans l'urgence, qui risque d'être moins insatisfait. Et il y aura aussi un impact sur les coûts parce qu'on évitera les réitérations, etc. L'autre point par rapport à l'IA, c'est, alors on fait beaucoup ça actuellement, on nous le demande beaucoup, c'est un benchmark d'inspiration, on l'a fait sur un parcours réclamation, et là on voit, sur un parcours réclamation, on a réfléchi à toutes les technologies, donc ça c'est tous les carrés du texte, toutes les technos qui peuvent aider à améliorer un parcours, et on le fait aussi en regardant quelles sont les marques qui ont déjà fait des choses. Et vous voyez l'exemple en bas à gauche, je prends juste un exemple, ça rejoint ce que je disais sur l'IA générative intégrée. Aviva, par exemple, a commencé avec des outils de langage naturel, à pouvoir remplir directement des réclamations à partir d'une conversation. C'est déjà des choses qui se font. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose où c'est benchmark d'inspiration qu'on fait sur différents types de parcours, des parcours d'achat, des parcours de souscription, des parcours de réclamation, pour pouvoir vous inspirer. Si vous ne savez pas exactement à quoi peut vous servir l'IA, ce genre d'outil en disant voilà toutes les technologies qui peuvent aider et voilà des retours d'expérience de toute une série de marques qui ont mis en œuvre des choses, ça peut vous aider à vous y retrouver par rapport à l'IA. Dernière partie là-dessus, c'est comment s'améliorer en continu. Il y a 2 points vraiment importants parce que je ne vais pas parler de la data vise, même si aujourd'hui chez nous on l'utilise beaucoup pour faire des cockpits d'expérience client, pour analyser justement les réclamations, analyser les retours de campagne, quelque chose d'assez courant avec des outils comme Power BI, comme Tableau et d'autres. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais revenir par contre sur la voix du client parce qu'aujourd'hui on a vraiment beaucoup de demandes de clients qui nous disent en fait moi oui la voix du client je fais plein de choses. J'écoute les réseaux sociaux, j'analyse la réclamation, j'écoute les conversations, sauf que le problème, c'est que tout ça, c'est dispersé. Les objets d'écoute sont multiples et variés, faits par des équipes différentes, il y a une accumulation de points d'écoute, c'est fait en silo. À la fin, ça crée du bruit, beaucoup de confusion, et il y a même des choses, des signaux qui se contredisent, et on n'arrive pas à en faire quelque chose. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de directions générales qui viennent nous voir en nous demandant moi, je voudrais vraiment avoir un dispositif de voix du client qui serve à quelque chose et qui soit vraiment cohérent. Et donc, c'est un sujet organisationnel, c'est loin d'être qu'un sujet SI, mais évidemment, on a besoin aussi d'outillage. Et donc, il y a des solutions voix du client qui existent, comme vous les voyez, on est capable d'agréger des sources de données à gauche qui peuvent être très, très variées, pouvoir les consolider dans des solutions sur lesquelles on a un panorama assez précis, je vais y revenir à la fin, et ensuite rediffuser l'information en fonction des objectifs. Le marketing va peut-être plus s'intéresser à la notoriété, au développement de la notoriété et sur les avis par rapport à l'image de marque. Le service client va vouloir plutôt s'en servir opérationnellement pour répondre à certains clients directement ou pour corriger des problèmes récurrents. Pour les ventes, ça peut être un vrai objet de se dire, mais par rapport à nos argumentaires de vente, on peut s'améliorer à nos parcours d'achat. Voilà, donc il y a différents objets, mais en tout cas, avoir un dispositif cohérent où l'information est captée correctement, digérée, analysée et redonnée au métier derrière, c'est vraiment important. Quelque chose qu'on développe beaucoup chez nous et on a un panorama. D'ailleurs, on aura un événement pour ceux que ça intéresse à l'automne où on fera un gros zoom sur ce sujet. Le deuxième sujet qui est plus récent, j'en parlais au début, c'est le fait de la capacité de reconstituer les parcours clients via la data. Chez Acemis, on fait des parcours depuis 20 ans. Par contre, on manquait de data et aujourd'hui, il y a des technos qui permettent de le faire. Je peux citer 2 outils, Datakili ou Pointillist de Genesis, qui permettent d'analyser tout ce qui s'est passé avant ou après un événement, un achat, une réclamation, comprendre les parcours existants, tester, faire de l'A/B testing. Ah bah tiens, je vais tester un parcours complètement digital et un parcours semi-autonome, et puis voir celui qui marche le mieux. Piloter les parcours dans la durée pour voir si vraiment les clients suivent les parcours, vont jusqu'au bout, et aussi profiler les clients, c'est-à-dire savoir quel client passe par telle étape du parcours, ou quel client, est-ce que c'est un client fidèle, un jeune, un plus âgé, etc.
Un exemple ici, là, on a pris un exemple très basique sur la consultation de compte bancaire, où on voit que, vous voyez à plusieurs endroits qu'il y a des parcours en rouge, des parcours abandonnés, en vert, des parcours complets. Et en fait, ça aide beaucoup à se dire, j'ai designé un parcours, je m'aperçois qu'il y a des clients qui vont pas jusqu'au bout. Ça se fait beaucoup sur les automates bancaires aussi. Et donc, pourquoi ils vont pas jusqu'au bout? Pourquoi? Alors, ça peut être sur des parcours d'achat, et là, on comprendra encore mieux. Et donc, je peux, via la data, en captant la donnée sur toutes les sources de données, reconstituer mon parcours, avoir des métriques aussi sur les volumes de clients qui passent par les différentes étapes. J'ai designé un parcours et je m'aperçois qu'en fait, les clients passent par ailleurs. Et donc, ça peut être quelque chose de très important. Il y a des cas d'usage, par exemple, Total Energy sur le déménagement a travaillé sur baisser le taux de résiliation des contrats dans les parcours de déménagement. Le déménagement, c'est vraiment un sujet parce qu'on peut perdre des clients, on peut augmenter les contrats. Et donc, ces outils-là aident beaucoup à faire ça. Voilà, j'en ai fini sur cette première partie qui est vraiment la compréhension par les métiers de toutes les solutions, mais il reste toujours le problème de choisir des solutions. Il faut choisir entre Salesforce, Microsoft ou d'autres. Alors, déjà, évidemment, là, vous avez l'image du Marcom, tout le nombre d'éditeurs augmente de façon vertigineuse, on peut le dire. Et sur le marché, il y a plein d'outils. Hein. Il y a le Marcom, il y a évidemment les analystes Gartner Forrester, mais qui donnent souvent une vision américaine. Il y a ce que vous voyez en bas, les avis clients, hein, comme un peu le TripAdvisor du logiciel, je peux citer G2 ou Capterra qui font ça. Il y a plein de cabinets de conseil. Là, en haut à droite, vous avez Wavestone qui a publié récemment un panorama des startups qui faisaient de l'IA dans différents domaines. Et puis, il y a Cémis quand même, qui est là. Et nous, on a le panorama Cémis, petit jeu de mots, où on publie des panoramas. On en a 5 ou 6 aujourd'hui, je vais les présenter à la fin. Là, c'est l'exemple du panorama de la relation client omnicanal, où on prend en compte beaucoup les positions sur le marché, les leaders, les challengers, mais aussi justement les réponses par rapport à tout ce qu'on a dit sur les parcours clients, sur les cas d'usage, et ça peut vous aider dans vos appels d'offres. Justement, sur les appels d'offres, quelles sont les bonnes pratiques? Ce qui est vraiment important, c'est de mobiliser une équipe pluridisciplinaire. Évidemment, il faut des métiers, des représentants métiers à certaines étapes. Évidemment, il faut la DSI et les architectes. Nous, on recommande d'appliquer le plus tôt possible les achats, la RNSSI et le juridique de plus en plus avec les contraintes de cybersécurité, de RGPD, etc. Et aussi le RSE, hein, c'est une tendance quand même de plus en plus de questions là-dessus. Quand on multiplie les écrans sur les lieux physiques, et ben, ça a un impact sur l'empreinte de l'entreprise, et donc de plus en plus, les choix d'outils doivent aussi tenir compte des enjeux RSE. Chez Acemis, on a une démarche très structurée pour accompagner les choix d'outils. Je ne vais pas complètement la détailler, mais en gros, on a un cadrage, et vous avez vu tout ce qu'on peut faire autour du cadrage. On a quand même des stratégies d'achat, savoir est-ce que je veux avoir un seul outil qui fait tout, est-ce que je veux avoir des spécialistes, comment je complète mon SI, et ce qu'on vient de dire avec cette vision d'ensemble peut être très utile. Et ensuite, on a 4 grands axes, des axes fonctionnels, techniques, projet, budget. C'est pas révolutionnaire, mais en tout cas, c'est important de les tenir en compte. Et on fait évidemment beaucoup de POC aussi, de plus en plus, de POC, de pilotes, pour accélérer les démarches. On pense aussi que ces moments-là sont clés. Pour nous, c'est déjà le projet. C'est pas juste un achat. C'est souvent un moment où, si on le fait bien, on peut motiver les équipes sur les projets, et on peut créer une vision commune entre les métiers et les acteurs techniques ou juridiques sur un projet. Donc, c'est déjà le projet qui a commencé quand on fait ces projets-là. Et si on le fait bien, le projet va démarrer, on va enchaîner beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus fluide sur le projet. Pardon. Voilà, donc je disais, nous, on peut vous accompagner évidemment là-dessus. On a aujourd'hui toute une série de panoramas, un plutôt sur le CRM, le CRM qui évolue beaucoup, hein, donc avec des acteurs généralistes et des spécialistes. La relation client omnicanal, j'en ai déjà parlé. Les fameux outils, il y en a beaucoup moins, vous voyez sur la slide, mais parce que les technos sont beaucoup plus récentes autour du pilotage des parcours clients via la data. Tout ce qui est marketing automation, là, il y a un gros travail qu'on entreprend actuellement qui va être beaucoup plus large que le marketing, qui va aussi aller sur le digital, la gestion de contenu, les communautés. Et puis, un panorama récent, mais qui est vraiment très à jour, sur la voix du client avec tous les acteurs généralistes et spécialistes qu'on présentera dans un prochain événement au mois de novembre. D'ailleurs, si certains sont intéressés, en particulier par certaines familles
de ces solutions, vous pouvez nous le mettre dans le chat et on pourra revenir vers vous. De toute façon, on aura d'autres communications sur ces sujets. D'ailleurs, à ce sujet, s'il y a d'autres sujets ou d'autres univers qui vous intéressent ou si vous souhaiteriez décrypter telle ou telle dimension, dites-le nous aussi. Et nous, ça peut être un objet d'étude et d'analyse si c'est sur un nouveau champ à couvrir. Tout à fait. Et je prends l'exemple de la voix du client. Sur la voix du client, on a ces panoramas qui vous permettent de positionner les solutions, mais on a aussi des présentations de chaque solution avec des critères. Pourquoi choisir cette solution plutôt qu'une autre? Enfin, c'est pas toutes les solutions sont bonnes dans l'esprit, mais les critères, mais ils ont des points forts liés à leur historique, liés à la technologie, et donc on vous aide un peu à décrypter ces solutions dans votre contexte pour vous aider à les choisir. Et encore une fois, je m'adresse essentiellement aux métiers. Évidemment, ça reste aussi au DSI, mais pour que les métiers puissent avoir leur propre avis sur les solutions. Voilà, on en a terminé. Juste on a sur notre blog, vous verrez toute une série d'articles sur le marketing, sur la relation client omnicanal, qui vont plus loin sur tout ce qu'on vient de dire. On a fait un événement récent en janvier avec 3 acteurs, Daniel Wans, Pizzi et Eloquent. On fait souvent ça avec différents types d'acteurs pour faire des démos et vous montrer réellement des outils. Et puis j'insiste aussi sur la dernière partie, c'est que tous ces outils sont aussi des projets qui demandent de manager des changements, et là-dessus on a pas mal de choses. La réussite des projets dépend aussi de comment on accompagne les changements. Voilà, donc on est à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus. Eric et moi-même, évidemment, vous pouvez nous contacter. On se permettra peut-être de recontacter les participants aujourd'hui pour voir si on a été assez vite, puisque l'objectif était de vous donner une vue d'ensemble et de ne pas complètement zoomer sur chacune des parties. Et donc, j'imagine que certains d'entre vous sont plus intéressés par certains sujets que d'autres, et on reviendra vers vous pour éventuellement voir si vous voulez qu'on apporte des compléments sur certaines familles d'outils ou sur certaines problématiques. J'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions dans le chat. Pas encore. Il y a des commentaires, notamment sur l'articulation avec l'expérience client et le premier exemple. Globalement, merci pour vos retours. Merci Michel, merci Gwendal. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que ce que je peux dire, c'est que nous, les questions vraiment qui remontent actuellement, évidemment, beaucoup de questions autour de l'IA. Et c'est pour ça que je parle vraiment d'inspiration, c'est que beaucoup de gens nous disent je vois l'IA arriver et on doit y aller et on doit y aller vite, mais je ne sais pas comment et je ne sais pas sur quel cas d'usage. C'est pour ça que je parlais de benchmark d'inspiration, ça c'est un point important. Le deuxième point qu'on voit beaucoup, c'est la voix du client. J'ai de plus en plus besoin, je le sens, de prendre en compte ce que me disent les clients, le ressenti de mes clients, sauf que j'ai du mal à l'opérationnaliser. Donc ça, c'est un deuxième sujet qui vient. Et puis, peut-être que je relèverai, je ne sais pas, Iris, tu en as d'autres, mais la simplification des postes de travail, c'est impossible. Le fait qu'on continue à empiler les outils les uns après les autres en fonction des évolutions rend l'expérience collaborateur très, très compliquée. Et donc, on nous demande beaucoup de réfléchir à la simplification des postes de travail. C'est difficile parce qu'il y a aussi des sujets budgétaires, évidemment, des sujets d'architecture compliqués. Oui, j'ai oublié un dernier point. On a travaillé récemment sur la digitalisation d'un questionnaire pour un établissement de santé. Il y a évidemment tout le côté de la sécurité, de la cybersécurité et de la sécurité des données qui demande aussi de travailler de façon très approfondie sur ces sujets qui sont compliqués parce qu'il y a un mix entre du juridique, du technique et du métier et de l'expérience client. Et donc, justement, notre approche facilitatrice en partant du client aide beaucoup. Peut-être un dernier point, alors c'est particulièrement dans l'industrie, on a des sujets qui remontent autour de l'IoT, le développement des services liés à l'IoT qui impactent beaucoup l'expérience client. Et là, on a des clients en rupture qui dans l'industrie qui étaient en B2B2B et qui doivent passer maintenant en vente directe. Et là, il y a vraiment tout ainsi à réinventer sur comment je vais payer les clients, comment je fais de l'e-commerce en direct.
Ça, c'est de vrais projets de transfo qu'on voit beaucoup chez nous. Voilà, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. On va pouvoir clôturer. En vous remerciant. En vous remerciant. Et puis, on est bien sûr à votre disposition si vous avez des questions, des suggestions, si vous avez des besoins directement. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous, en tout cas, et de mettre notre énergie au service de vos besoins. Très bonne journée à tous et Merci. merci de votre écoute.